Hey, salut, ici Francis Letourneau d'Espace Tonique. J'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue sur notre podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis sur ce, je te souhaite un bon podcast. Salut mon cher Francis, comment vas-tu? Bonjour mon cher Francis, ça va super bien toi? Yes, t'es le premier Francis que j'interviewe au podcast. Ben, je suis honoré. Ben ouais, on est gâtés. Good, je suis bien excité. Tu sais, comme je te dis, ça fait longtemps que j'aimerais t'avoir. Puis tu sais, moi, j'étais d'une phase justement là, que je voulais être prêt de te recevoir. Puis je pense que toi aussi, comme tu dis, t'avais bien des projets. C'est ça, j'étais loin des dernières années, ça aurait moins bien à donner, mais là c'est parfait. Le timing est parfait. Fait que je suis bien content. On va parler de plein de beaux sujets de vie parce que tu as quand même des formations là-dessus aussi sur inspirer la vie des autres. Puis juste avant ça, s'il y en a qui te connaissent pas, Francis Gendron, Solution ERA, qui est ce jeune homme? C'est qui ça? Oui, avec plaisir. Ben, Francis Gendron, comme tel, c'est moi, l'humain, l'humain derrière tout ça. En termes de projets puis tout ça, là, ce que je fais, j'aime retourner à 2012 qui a été mon grand changement de vie parce que avant ça, j'étais guide de plein air en fait. Donc, je guidais des expéditions dans le fin fond du Nord, du Yukon, territoire du Nord-Ouest, Labrador, des expéditions de 30 jours pour enseigner. Dans le fond, il y avait du développement personnel là-dedans, mais beaucoup de leadership, communication à des groupes de jeunes étant entre 16 et 18, 19, 20, 21 jusqu'à 21. Okay. Donc, c'est quelque chose qui est plus connu dans l'Ouest canadien puis aux États-Unis, mais c'est une manière, ils reçoivent des crédits universitaires pour faire ces expéditions-là. Fait que c'est des formations, mais dans l'action. T'sais. Fait que ça, j'ai fait ça une grosse partie du cégep jusqu'à 25, 26 ans. Puis là, il y a eu le gros shift vers 2012, où est-ce que je suis allé faire une formation sur les bâtiments écologiques à Taos, au Nouveau-Mexique. Et j'ai été vraiment inspiré par un homme qui s'appelle Michael Reynolds. Et à ce moment-là, dans ma vie, juste avant ce moment-là, j'avais quand même des idées noires, je dirais, éco-anxiété, voir le monde comme tout est en train de s'autodétruire, l'humain, le parasite de la Terre, toutes ces choses-là. Oh, ouais. Des genres de croyances qui aident pas à être très heureux. Là. Non, c'est ça, je suis passé par là, moi aussi. C'est peut-être un truc de France. Ouais, peut-être. Je pense que c'est un truc générationnel. Là. Ouais. On est né avec tellement de documentaires de tout ce qui va mal. Que c'est facile de se créer des croyances autour de ça. Et puis là, je suis allé voir cet homme-là qui créait des maisons super écologiques, alternatives, une autre manière de faire dans le désert du Nouveau-Mexique qui s'appelle les Earthship. Et puis, j'étais vraiment, j'étais comme vraiment impressionné par ça. Et à ce moment-là, YouTube, c'était les tout débuts, hein, tu sais, 2012, c'était tu connaissais ça. Moi, je me rappelle, c'est quoi ça, YouTube? OK, puis là, les gens me disaient, je m'étais acheté une caméra pour filmer. Puis là, il y avait quelqu'un qui me disait, tu vas filmer avec une caméra, maintenant, il faut filmer avec un cellulaire, mais j'en avais pas de cellulaire, tu sais. Fait que tu sais, ça c'est v'là pas si longtemps, puis en même temps, tu fais comme, OK, au niveau de la technologie, c'est fou. Mais tout ça, ce que j'avais décidé, c'est de faire des vidéos gratuites sur ce que j'apprenais. Donc, dans le jour, j'apprenais sur les bâtiments écologiques, puis le soir, je faisais un petit vidéo YouTube gratuit en français. Puis ça a eu une certaine popularité, dans le fond. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, j'ai beaucoup de monde qui me suivent sur Facebook, sur YouTube. Fait que j'ai décidé de faire des conférences sur ce sujet-là, qui évoluait éventuellement en formation et en tout ça. Puis finalement, c'est devenu la plus grosse école de design de bâtiments écologiques de la francophonie, donc France-Québec. Et donc, ça, c'était une sphère. Puis en parallèle de ça, tu sais, moi, au début, quand je commençais, j'avais remarqué que c'était pas juste les bâtiments écologiques qui m'avaient inspiré, mais c'était un mindset. Il y avait quelque chose dans mon changement de croyance qui faisait une grosse différence dans ma vie. Fait que déjà que j'avais un background développement personnel dans mon autre carrière, tu sais, leadership, communication, développement personnel, là, j'étais comme, j'aurais le goût d'amener ça aussi. Mais en même temps, il y avait un peu le syndrome de l'imposteur où est-ce que je me disais, je sens que, tu sais, j'avais jamais fait plus que 10 000 $ dans ma vie encore, j'avais pas parti de business, j'avais pas, tu sais, j'étais comme, j'ai trippé ma vie vraiment. Ça pour tripper sa vie, je pouvais en parler là, sans problème, ok? C'était ça que j'avais fait tout le temps. Mais j'avais jamais comme vécu la vraie vie. C'était mon impression à ce moment-là. Fait que j'ai décidé de mettre ça de côté temporairement. Et là, plusieurs années plus tard, lorsque j'avais bâti une entreprise, que j'avais vu la vraie vie, j'avais acheté ma maison, j'avais fait mes affaires, tu sais, j'avais comme vécu tout ça. Là, j'ai eu le goût de commencer à en parler de plus de développement personnel. Okay. Fait que depuis le début, je savais que ça s'en viendrait un jour. Mais des fois, quand tu es un entrepreneur optimiste, c'est comme, on va partir une branche éco-construction, ça va prendre 1 an, puis ça, on va faire développement personnel 1 an plus tard, mais ça a juste pris 5 ans. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça. Une chance qu'on a ce désir-là, pareil, de le faire vite, sinon, ça serait... Exact. Sinon, tu te découragerais avant de commencer.
Donc, c'est ce que j'ai fait. Là, maintenant, à Solutionera, on a vraiment une faculté éco-construction, donc le certificat en design de bâtiments écologiques. Et on a fait nos propres projets de bâtiments écologiques, entre autres l'Oasis Eastman, qui est comme un peu le phare, là, qui est un des bâtiments les plus écologiques au Québec, juste à côté du Spa Eastman. Donc, c'est un lieu de retraite pour les gens qui veulent le faire, mais aligné avec leurs valeurs, en même temps d'être dans un lieu écologique, bien-être et faire une retraite soit corporative ou autre, ou de développement personnel, par exemple. Et puis, on a la section Créer la vie qui t'inspire, qui est des formations autour de vraiment ça. Là. Créer la vie et le monde qui t'inspire, c'est ça le sujet. Et puis, là, je suis, là, c'est ça, on est en train de discuter à ce podcast-là et je suis dans ce changement-là. En gros, tu sais, c'est comme la ligne est un peu hier. Là. Ouais, c'est ça. Hier, c'était la ligne là, où est-ce que j'ai rentré dans une nouvelle vie, où est-ce que tranquillement, là, je m'en vais vers la 3e faculté de Solutionera, qui est l'accompagnement d'entrepreneurs d'impact. Donc, les gens qui veulent faire un peu comme moi j'ai fait, là, avoir des entreprises que le but, c'est pas faire de l'argent. Tu peux faire de l'argent et j'ai aucun problème avec faire de l'argent, mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est de faire quelque chose. Le but, c'est d'ajouter de la valeur, de rendre le monde plus écologique, d'aider les gens, whatever. Et c'est très important de faire de l'argent parce que si une entreprise fait aucun profit, ben, ça veut dire que dès qu'il y a un problème, elle meurt. Ben oui. Fait que c'est terrible. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est pas l'intention première. Fait que on accompagne des entrepreneurs qui veulent faire ça maintenant. Nice. Ouais. Puis là, des oasis, il y en a 2 ou 3? Donc, il y en a... OK, il y a l'Oasis Eastman qui est un développement de 3 oasis. Juste là, il y en a 3. Il y a l'Oasis 1 qui était le premier qu'on a fait. Ensuite de ça, on a eu une subvention du gouvernement quand même significative, la PARIT, qui nous a permis d'en faire un 2e et là, d'aller vraiment au top. Là, tu sais, c'est comme maison qui... Tu sais, on a 60 panneaux solaires qui produisent... Tu sais, dans le fond, l'objectif, c'est de produire plus d'énergie qu'on en consomme. Là, on s'est rendu compte, en hôtellerie, c'est un peu plus dur que quand tu habites dedans. Parce que quand tu habites dedans, tu contrôles tous les facteurs. Quand c'est les autres, ben, tu sais, des fois, la lumière, elle reste allumée toute la nuit. Oui, c'est Donc là, il nous reste des trucs à gérer pour que ça marche. Mais grossièrement, on vise d'aller vers une maison qui produit plus d'énergie qu'il en consomme. C'est net zéro. Oui, net zéro, c'est ça. Là, il faut faire attention avec les certifications et tout ça parce qu'il y a des normes, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire. Il y a une serre d'abondance dessus. Il y a vraiment tout ce que tu peux imaginer qui pourrait être dans une maison écologique est intégré dans l'Oasis 2. Puis on a fait l'Oasis 3 qui est juste un espace. Parce que dans le fond, les Oasis 1 et 2, c'est pour faire des retraites. Fait que tu as des espaces communs, tu as des salles de rencontre, tout ça. Et des chambres. Mais là, il manquait de chambres parce que, tu sais, moi, je fais des événements là-bas à 25-30 personnes. Mais là, j'ai juste 6 chambres par Oasis. Ça marchait pas. Fait que là, on a construit l'Oasis 3 qui est 12 suites qui avec 2 lits queen dans chaque. Fait que tu peux avoir jusqu'à 2 personnes dans chaque. Wow. Fait que ça, c'est le 3e. Et après ça, on a construit l'Oasis Sutton qui, lui, est l'endroit où j'habite. Donc, c'est un co-living. Et donc, ça, on est juste en face de la montagne de Sutton. Puis ça, donc, projet similaire, mais là, c'est dans l'intention de vivre là. Le projet numéro Oasis Eastman, c'est la location court terme. Celui-là, c'est vivre là. Et j'avais fait un autre projet Oasis que celui-là, j'ai dû vendre parce que dans le fond, j'ai eu une séparation. Et on a choisi ensemble que j'allais lui vendre finalement. Ouais. Ça m'aurait fait plaisir de le racheter, mais était encore plus motivé. Fait que puis moi, j'avais un autre Oasis de chaque côté. J'étais comme, OK, là. T'as redonné aussi. C'est ça, ouais. Puis c'est ça, c'est quand même unique comme principe, ça. J'en ai, tu sais, je connais toi là, qui fais ça du co-living ici au Québec, mais j'ai pas vraiment entendu parler de ça ailleurs, ben. Non, il y en a un petit peu au Québec, ça commence. Par exemple, il y en a à Montréal. Jusqu'à présent, c'est la grosse différence entre nous, c'est que c'est plus populaire dans les villes, présentement. Tu sais, à New York, à Montréal, dans les grandes villes, les gens, tu sais, surtout avec le télétravail maintenant, là, les gens qui veulent voyager, explorer le monde, puis qu'ils vont là, mais ils veulent pas. C'est pas du Airbnb parce qu'ils veulent être là pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais ils veulent pas nécessairement s'acheter une maison ou avoir un loyer avec un bail normal parce qu'ils savent pas, peut-être dans 6 mois, ils vont partir, des choses comme ça. Donc, ça a commencé à être populaire. Ceci dit, dans la campagne, dans la campagne, le concept comme nous, on a fait, je connais pas d'autres places qui l'ont fait. Fait que c'est un petit peu, ça se veut innovant. C'est très innovant. Ouais, ben nous, en fait, ça venait de la réalisation à un moment donné que, tu sais, j'ai 3 passions que je t'ai dit, hein, l'habitation écologique, le développement personnel, puis l'entrepreneuriat. Puis j'étais comme, si on mélange tout ça ensemble, ça fait quoi? Ben, ça fait un oasis d'entrepreneurs. Tu sais, une gang d'entrepreneurs qui habitent ensemble. Puis c'est parce que, aussi, je me suis rendu compte, avec les bâtiments écologiques, il y a un moment où est-ce que, tu sais, en 2012, quand j'ai commencé, les bâtiments étaient tellement mal construits qu'il y avait une grosse marge à sauter. C'était dur construire écologique en 2012. Maintenant, les choses sont considérablement plus faciles à atteindre comme objectif. Fait que ça veut dire que, mettons, le standard est là. Même si tu travailles vraiment fort, tu vas réussir à l'amener là.
Mais après ça, si tu travailles extrêmement fort, tu vas juste le monter d'une petite coche. Il y a un moment donné où est-ce que c'est comme, t'es déjà arrivé au point que tu vas réussir. Sauf que ce qui reste à faire, c'est le transport, l'alimentation, puis le fait de vivre avec moins de pieds carrés par personne. Puis c'est ça que le co-living amène. Comme tu sais, nous, on a un cuisinier ou une cuisinière à la maison qui fait les repas pour les gens, bio, local, tout ça. Fait que ça, c'est comme zéro déchet ou le moins de déchets possible parce que la personne achète en gros, puis elle fait les repas pour les gens. Fait que tu sais, puis elle a le temps, elle, de s'assurer d'aller voir les fermiers locaux, tout ça, ce que moi, j'ai pas toujours le temps de faire, tu sais. Fait que ça, c'est une chose. Puis l'autre chose, c'est ma vision, c'était d'avoir des autos électriques en autopartage. Ça a été plus dur à mettre en place que je pensais parce que on habite un peu trop loin du centre-village de Sutton. Fait que tu sais, même pour aller faire l'épicerie, il faut que tu ailles ton auto. Fait que ça a été plus difficile. Ceci dit, je continue d'aspirer, là. Je continue d'espérer, excuse-moi, parce que ça fait longtemps qu'ils annoncent les voitures électriques qui se conduisent toutes seules, entre autres avec Tesla. Fait que nous, on avait déjà 2 Tesla, ils étaient prêts. C'était comme, on pesait sur le bouton, là, on veut partir ça. C'est pas encore fait, mais là, ils sont supposés l'annoncer le 8 août, les robots taxis. Fait que si ça commence, peut-être qu'on aurait juste 2 voitures pour tout le monde aussi. Fait que là, tu as 2 voitures au lieu de 8-10 pour 8-10 personnes. La bouffe, tu économises énormément, puis tu consommes une fraction de l'énergie. Tu habites ensemble aussi. Puis tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y a pas juste l'aspect écologique, il y a l'aspect... tu sais, vivre toute seule, c'est social. C'est cool. C'est comme nous, moi, je trouve que c'est le meilleur des mondes parce qu'on a chacun l'équivalent d'une mini-maison avec salle de bain, chambre et un bureau, espace de travail, avec un balcon pour travailler à l'extérieur si on veut. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Mais moi, genre, si ça me tente de voir quelqu'un pour dîner, je monte en haut, puis il y a sûrement quelqu'un, tu sais, puis ça me tente de jaser, puis avec le temps, on a vraiment notre dream team, là. Le monde avec qui on vit, c'est du monde vraiment intéressant, des entrepreneurs, du monde trippant qui fait que ça fait une belle ambiance. Ouais, c'est cool. Félicitations pour ça. Ouais, puis justement, là, t'as une formation Créer la vie qui t'inspire. Ouais. Ça ressemble à quoi? T'aurais-tu des clés de genre, c'est quoi les plus grands thèmes là, que tu serais capable de donner? Oui, mais c'est pas bien. Mettons, Créer la vie qui t'inspire, pour moi, c'est Créer la vie et le monde qui t'inspire. Pourquoi ce nom-là? Puis, tu sais, il est très... J'ai longuement pensé au mot, là. Créer, pour moi, c'est créateur. Tu sais, c'est l'opposé d'être en réaction à. Mm-hmm. Donc, constamment bombardé par l'extérieur, puis toi, tu réagis à ça versus être, tu sais, choisir consciemment ce que tu désires créer. Ouais. Fait que ça, c'est le premier truc de base. Puis de focaliser beaucoup son énergie sur ce sur quoi tu as du contrôle. Lâcher prise de ce dont tu n'as pas de contrôle, ce qui est la plupart des choses. Oui, il y en a beaucoup. Ce qui est la plupart des choses. Donc, ça, c'est la base. Et puis, après ça, créer la vie et le monde. La vie, c'est les différentes sphères de notre vie personnelle. Fait que, tu sais, de base, au début, on en a 6 grandes. Je pense que qui sont vraies pour la plupart des gens. Puissance intérieure, donc notre monde intérieur, énergie, vitalité, notre santé physique, temps et priorité, comment on gère notre temps, nos priorités, pour qu'on ait l'impression, tu sais, moi, j'aime regarder mon horaire puis être comme, j'aime tout ce qui est sur cet horaire. Tout, du matin jusqu'au soir, tous les jours, tu sais. Relations conscientes, créer des relations conscientes. Puis ça, on va large, mais incluant dans le couple, famille, etc. Abondance et style de vie. En fait, avant ça, c'est œuvrer et contribuer. Donc, trouver son œuvre, son X, faire ce qu'on a envie de faire dans le monde comme contribution. Et abondance et style de vie qui est, lorsque tu as trouvé ton œuvre, techniquement, il y a un petit peu d'argent qui revient vers toi. Cet argent-là, tu en dépenses une partie. Mais moi, j'aime penser que dépenser consciemment, ça veut dire que tu la dépenses dans des compagnies que tu as le goût d'encourager. Parce que ça fait partie de créer le monde qui t'inspire, tu sais. Parce que le capitalisme, il est fait d'une manière où est-ce qu'une compagnie qui arrête de vendre, elle meurt bientôt. Fait que si tu achètes dans des compagnies que tu aimes, mais ça veut dire que tu proactivement crées le monde qui t'inspire à travers voter avec ton argent. Puis le reste de ton argent, c'est-à-dire ce qui reste après, tu l'investis aussi dans des compagnies qui t'inspirent. Parce que c'est l'autre chose que le capitaliste a besoin pour réussir à faire lever des projets, c'est que tu as besoin de capital pour monter. Ils ont besoin d'investisseurs. Fait que tu peux investir soit à travers la bourse, l'immobilier, en tout cas, il y a plein de choses. Mais... Fait que c'est les 6 grands sujets. Mais dans Temps et priorité, j'invite les gens à créer leur propre section, leur catégorie d'amélioration perpétuelle, comme ça que je les appelle. Où est-ce que chacun décide, je veux-tu garder ces 6-là? Ou je veux le séparer autrement, je veux-tu leur donner d'autres noms pour vraiment le personnaliser puis l'amener à sa couleur. Ah, nice. Puis
là-dedans, tu parlais tantôt là, de... Tu sais, tu étais dans l'éco-anxiété. Puis je t'avais déjà entendu sur une vidéo parler de ça, de comment maintenant, je sais pas si c'est réglé à 100%, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux que c'était. Ah, c'est réglé à 100%. 100%, je suis parfaitement en paix avec la situation actuelle. Puis comment t'as fait ça? Je sens qu'il y a eu comme 3 étapes pour moi principales. La première étape, c'est... Puis tu sais, ça a rapport avec nos systèmes de croyances. Hein? Ouais. C'est toujours nos systèmes de croyances qui fait que l'expérience que l'on vit à l'intérieur, donc dans ce cas-ci, moi, c'était l'éco-anxiété, vient du système de croyances que j'ai par rapport... Donc, ce à quoi le filtre à travers lequel je regarde le monde me cause ça. Ça n'a pas rapport avec le monde. Ça a rapport avec moi, comment je regarde le monde. Ouais. Puis au début, je le regardais en me disant... Les humains, c'est des êtres destructeurs qui servent à rien, ils sont en train de détruire la planète, blablabla. Donc, j'avais ce speech-là qui est quand même très commun maintenant. C'est pas mal plus maintenant que dans mon temps. Tu sais, c'est comme moi, je l'ai réglé avant que ça devienne populaire. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'était ma première perspective. Quand je suis allé à la Earthship Academy, j'ai eu la chance de rencontrer Michael Reynolds, qui lui avait une perspective différente, qui était, pour les humains, il est possible de détruire la nature. Mais il est aussi possible de faire autre chose, c'est-à-dire de construire quelque chose d'absolument magnifique, une pièce d'art qui est une maison qui interagit avec les phénomènes naturels pour combler tous les besoins de l'humain qui est dedans. Mais eux autres, ils habitent dans le désert, puis le fait qu'il y a un Earthship dans le désert, il y a des arbres qui poussent autour. S'ils n'étaient pas là, il n'y aurait pas d'arbres. Mais à cause qu'ils vivent là, il y a des arbres qui poussent autour et ils n'utilisent pas d'eau. Il n'y a pas de puits dans son village. Lui, il a créé un village qui s'appelle le Greater World, le monde meilleur. Et dans ce village-là, ils n'ont pas le droit d'avoir un puits. Fait qu'ils ne fonctionnent qu'avec l'eau de pluie. Mais parce qu'ils sont à cet endroit-là, ils créent de la verdure autour d'eux. Fait que là, j'ai comme fait « Ah, c'est fascinant. » C'est comme si l'humain a la capacité à créer des technologies puis des trucs que la nature par elle-même ne ferait pas, sans nous, qui est une partie de la nature aussi. Puis si on le fait inconsciemment et aussi parce qu'avant on faisait le mieux qu'on pouvait avec les outils qu'on avait, mais on le savait pas qu'à un moment donné il y avait une limite à tout détruire. Là on le sait, là c'est pas mal clair. Là, la plupart des gens sont pas mal unanimes sur la chose. Donc on peut faire ça, ou si on met la même puissance, énergie, intelligence des humains, mais à dire on veut créer un monde durable, on peut faire ça aussi. Fait que ça c'était mon deuxième niveau. Puis le troisième niveau qui fait que maintenant je suis parfaitement et profondément en paix, c'est que maintenant, j'ai choisi que, tu sais, dans le fond, l'univers était là bien avant moi. Toutes les choses se passent. Il y a tellement de fois où j'ai pensé qu'on faisait quelque chose de mauvais, puis finalement, c'était quelque chose de bon. Il y a tellement de fois où j'ai pensé qu'il y avait quelque chose de mauvais qui m'arrivait, puis finalement, il y a quelque chose de merveilleux qui sortait après, qui n'aurait pas pu arriver si ça s'était passé. Que là, je suis juste comme, je vais arrêter de juger la situation. Puis peut-être que la vie, Dieu, l'univers, whatever, OK, la chose qui crée, a le goût de faire quelque chose qu'on sait même pas encore c'est quoi, mais que le seul chemin pour s'y rendre, c'était que les humains détruisent beaucoup d'affaires, puis qu'ils fassent comme « Oh shit, faut plus faire ça ». Puis que là, il y a une nouvelle idée qui émerge, puis il y a quelque chose de nouveau qui émerge de ça, puis peut-être que, je veux dire, si la vie voulait qu'on colonise d'autres planètes, mettons, j'ai aucune idée, hein, mais on sait jamais. Mettons qu'elle voulait qu'on amène la vie sur Mars. Les écureuils le feront pas, eux autres. Mais nous, oui, peut-être. Tu sais, il y a des formes d'art que sans les humains, c'est pas possible. Il y a des formes de compréhension des mathématiques que sans les humains, c'est pas possible. Puis sans ce qu'on invente, c'est pas possible. Fait que là, moi, je suis juste pas dans le jugement, puis je fais comme, j'observe avec art. Tu sais, c'est comme émerveillement. J'observe avec émerveillement ce qui se passe. Ça veut pas dire que j'ai pas de valeur. Tu sais, j'ai mes valeurs claires. Puis moi, mes actions sont le plus alignées possible avec ce que je crois être le mieux. Mais j'ai vraiment aucun jugement pour les gens qui pensent pas comme moi puis qui veulent faire d'autres choses, parce que peut-être que c'est eux qui ont raison. Ouais, c'est ça. Puis si c'est eux qui ont raison, ben je m'en voudrais bien d'avoir été l'autre qui disait qu'il y a de là. Ouais. Puis tu sais, je sais que tu parlais aussi, que j'ai trouvé ça bien intéressant face à ça, que tu mettons la vie ou l'univers ou peu importe, la planète, c'est genre 10 milliards d'années, puis que ça a toujours survécu à plein d'affaires, puis il y a eu des cycles de fous là-dedans, mais là on est d'une mini partie de cycle. Exact. Que on fait, c'est un peu ce que tu dis, on fait quelque chose que bon, ça a lieu d'être parce qu'on le fait. Oui, exact. Exact. Tu sais, c'est vraiment cette humilité-là de comprendre qu'on fait partie d'un tout gargantuesquement plus grand que nous. 13,4 milliards d'années, je pense. Et c'est tellement plus grand. Puis nous, on est là pour un vraiment petit moment. On fait le mieux qu'on peut avec les outils qu'on a. Puis ce n'est pas à négliger.
c'est magnifique. On est là. On est là pour une raison. Je veux dire, je suis là pour faire ça. Mais dans la grande histoire et le grand tout, ça représente pas un gros pourcentage de tout ce qui va se passer. Fait que tu sais, c'est comme de dire, wow, OK, moi, ma clé ultime de créer la vie, le monde qui t'inspire, je te dirais, tu sais, s'il faut le boiler down à la simplicité ultime, c'est permets-toi de rêver grand, puis aligne tes actions, tes pensées, tout ça avec cette vision-là. Mais tout ce que tu n'as pas de contrôle dessus, c'est-à-dire tout, lâche prise. C'est genre, rêve grand, puis continue à diriger tes actions basées sur ta vision de ce qui serait mieux, puis ce qui te semble être un monde meilleur. Mais après ça, là, t'as pas grand contrôle sur l'affaire. Là. Puis même, tu sais, tu pourrais dire, ouais, mais il y a des gens, là, les gouvernants, tu sais, ils ont beaucoup de contrôle. Ils ont pas beaucoup de contrôle. Non, c'est sûr. Parce que si les gens décident de plus les écouter, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'au final, là, il y a personne qui a pas grand monde qui a un gros contrôle. Puis encore une fois, quand tu regardes l'univers, je veux dire, s'il y a un astéroïde qui décide d'arriver ici, les amis, il a beau être le président, he's going down. Puis tu dis lâcher prise, qui est un classique qui se dit toujours bien, qui est des fois dur à appliquer. Oui. C'est quoi tes meilleurs principes de lâcher prise? Pour moi, là, c'est vraiment... pour moi, justement, puis je suis d'accord, hein, je trouve que c'est peut-être surutilisé. Puis des fois, j'entends des choses comme... dernièrement, un ami qui me dit... moi, les relations, c'est trop difficile. Tu sais, j'ai eu des mauvaises expériences de relations. J'ai lâché prise de ça. Je n'aspire plus à ça. Tu sais, pour moi, c'est pas de ça que je parle. Ouais. Ce que je parle, c'est lâcher prise de ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. C'est-à-dire, tu sais, quand tu rêves grand, par exemple, l'exemple de la relation, là. Moi, je me permets toujours de rêver grand, c'est-à-dire, je me demande régulièrement, c'est quoi ma relation amoureuse de rêve? Ça ressemble à quoi? Et je m'assure d'aligner mes actions, les actions que je vais faire, pour que ça donne ce résultat-là. Donc, je mets tout ce qui est en mon pouvoir, parce que ça, c'est en mon pouvoir. Tu sais, ce sur quoi je focus, le sens que je donne aux choses et mes actions, ça, j'ai du pouvoir là-dessus. Fait que je le fais à fond. Puis sans aucun genre, je vais lâcher prise. Non, ça, j'ai du contrôle là-dessus. I'm all in, tu sais, à fond. Et en même temps, le résultat, j'ai pas 100% du contrôle parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la relation, puis il y a plein d'autres choses qui se passent autour. Puis c'est de ça que je veux lâcher prise. C'est de ça spécifiquement. C'est-à-dire que ça veut pas dire que parce que je fais toutes les actions, mon amoureuse va faire exactement les actions que moi, je voudrais qu'elle fasse quand moi, je veux qu'elle les fasse. Fait que je lâche prise de ça, puis je me concentre, j'amène mon attention sur l'aimer comme elle est, au lieu de dire « Ah, elle aurait dû faire ça », parce que dans ma vision à moi d'une relation extraordinaire, elle aurait dû faire ça. Tu comprends? C'est que je pense qu'on met tellement d'efforts à vouloir contrôler l'extérieur puis les choses qu'on ne peut pas contrôler que ça marche pas du tout. Fait que pour moi, le lâcher prise, c'est que justement, on accumule à l'intérieur de nous, à chaque fois qu'il y a des petites choses comme ça, puis qu'on aurait voulu que ce soit différent, puis on n'a pas le pouvoir dessus, mais on aurait voulu que ce soit différent. J'aime bien, il y a Michael Singer, je sais pas si tu connais Michael Singer. Ouais. Bon, pour moi, lui c'est vraiment le warrior du lâcher-prise. Tu sais, je veux dire, je suis comme, ce gars-là, non seulement il a catché l'affaire, mais il l'explique vraiment, vraiment bien. Puis sa manière de l'expliquer, c'est comme, à chaque fois que tu veux contrôler l'extérieur, puis tu n'as pas le contrôle, fait que tu le perds, fait que tu accumules des petites crottes, des petites poubelles intérieures. Ouais. Puis ça, c'est ton ego qui veut les garder. En fait, la vie, à chaque instant, elle veut nettoyer les petites crottes. Elle veut, tu sais, c'est ça sa job. Elle veut juste comme enlever tout ça, puis ça laisse partir. Mais il y a une partie de toi qui dit « Non, je veux pas, parce que j'aurais voulu qu'elle habite. Tu sais, c'était de sa faute. Elle aurait dû parler de même, elle aurait dû dire telle chose, elle aurait dû faire telle chose, elle aurait dû... » Whatever. Ça, dans toutes les sphères de notre vie. L'argent, le tout. Et ce que nous, il faut faire, c'est lâcher prise. Lâcher prise, c'est littéralement lâcher prise. C'est-à-dire, là, je suis en train de faire un symbole, parce que les gens ne nous voient peut-être pas, là, mais c'est on crispe. Notre corps crispe parce que l'ego, il veut garder les choses. Puis c'est de détendre. Et moi, personnellement, j'ai une petite visualisation autour de ça qui m'aide, que je fais très régulièrement. Parce que moi, je suis juste comme, quand j'ai réalisé ça, j'ai dit comme, la chose qui a le plus de valeur dans ma vie, c'est de ne pas avoir de petites ordures intérieures. C'est comme, ça m'aide tellement dans la vie de tout que genre, dès que j'en ai une, je la règle tout de suite. T'sais, j'attends pas, j'ai pas de gossage, parce que ça tend à grossir en plus. Là, puis à s'accumuler, puis à faire des motons. Fait que je fais une petite visualisation dans laquelle justement je laisse la vie purifier ça, puis moi je fais juste détendre mon corps puis laisser le travail se faire, puis tu peux visualiser la chose ou l'événement pour voir c'est quoi ton niveau de réaction. Parce que si tu le visualises puis t'es comme, puis que ça te fait sentir plein de choses, ben c'est pas réglé. Ça veut dire forcément il y a des petites poubelles à quelque part.
Si tu es capable de le voir pleinement zen, pleinement dans l'amour, puis même d'envoyer de l'amour à la chose, oh wow, là, tu as fait un gros chemin. Probablement que c'est parti. Tu peux le tester puis voir au fur et à mesure que tu avances. Mais je te dirais, c'est une de mes grosses priorités de vie maintenant. Tu sais, rêver grand pour guider mes actions et lâcher prise à tous les jours si je peux. Ouais, puis comment tu gères justement que ce soit un rêve ou un objectif? Ouais. Si tu lâches prise sur le résultat, ouais. tu as le contrôle sur tes actions, ouais. mais comment tu gères quand même le résultat qui va arriver un moment donné, veut pas. Là. Exact. Ben, c'est que dans le fond, justement, je focalise toute mon attention sur, tu sais, en entrepreneuriat, des fois, ils parlent de, là, j'ai les termes anglophones, je suis pas sûr, c'est KPI, Key Performance Indicator, puis CD, d'ailleurs, Business Mastery en parle, le CD, Critical Drivers. Ouais. Bon, ben, KPI, c'est je mesure un résultat. Mettons, j'ai des objectifs financiers, c'est comme je veux faire 1 million ou 5 millions, whatever. Ça, c'est moi. Mais le Critical Driver, c'est quoi les actions que je fais à tous les jours pour me rendre à l'objectif? Quand je fais pour mesurer les actions que je vais faire à tous les jours, qui sont vraiment les choses qui vont me propulser. Fait que dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je me permets de rêver grand. Fait que là, je vais avoir, des objectifs, c'est comme tout un concept. C'est vrai que je suis pas très focus sur des objectifs ultra précis. OK? C'est pas mon, mon truc. Ma vision, une vision claire de où est-ce que je m'en vais, ça pour moi, c'est super précieux. Mais c'est rare que ça finit par un objectif, je veux faire 5 millions de dollars. Ou tu sais, comme là, je veux créer plus de contenu gratuit, j'ai pas d'objectif, je veux 1000 abonnés sur YouTube, ou je veux 10 000 abonnés, ou je veux 20 000. 120 vidéos dans 6 mois. Exact. Ce que j'ai, c'est, je vais dédier 4 heures par jour à tous les jours ou 6 jours semaine pour la prochaine année. Ça, c'est mon critical driver. C'est ce que je veux faire. Puis à chaque semaine, je vais analyser les résultats des vidéos que j'ai eues pour voir ceux qui performent bien, ceux qui performent pas bien. Puis je vais devenir de meilleur en meilleur à créer des bons vidéos. Mais j'ai pas genre l'objectif, je veux 10 000 abonnés avant l'année prochaine. C'est pas ça. J'ai une vision, puis la vision, c'est je veux ajouter le plus de valeur possible au plus de gens possible sur YouTube, mettons. Et mon plan de match pour ça, c'est que je vais me dédier 4 heures par jour, 6 jours semaine, où est-ce que je vais créer du contenu le plus de qualité possible pour acheter le plus de valeur possible à ces gens-là. Mais j'ai pas l'objectif. Puis, je veux dire, j'avais des objectifs avant. Puis c'est à force de claques d'en face puis de trucs de comme, hey, ça me sert-tu tant que ça? Ou, vu que j'ai pas de contrôle, tu sais, puis c'est vraiment ça la différence. C'est, est-ce que ton objectif, c'est quelque chose que tu as le contrôle dessus ou pas? Parce que le 10 000 abonnés, là, même si je faisais les meilleures vidéos de l'histoire de l'humanité, ça se pourrait que j'en ai pas 10 000. Parce que ça dépend pas de moi. Il y a l'algorithme là-dedans. Il y a des gens qui vont les écouter ou pas. Il y a des fois, là, les gens, ils font plein d'efforts. Puis le kick, là, le moment où ça va vraiment devenir populaire, c'est 2 ans après ce qu'il avait pensé possible ou 3 ans après. Fait qu'à la place, moi, en vrai, mon but, c'est d'avoir 100 000 abonnés. Ou c'est de triper à faire des vidéos vraiment bonnes et d'acheter le plus de valeur. Ben, c'est vraiment pas les 100 000. Je m'en fous, en fait, vraiment, là. Fait que c'est de ramener ça, je trouve que c'est de ramener ça à qu'est-ce qui est vraiment ta vision? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui est précieux pour toi? Te permettre de rêver grand. Et puis, après ça, c'est quoi les actions concrètes qui sont dans mon pouvoir que je vais faire? Parce que sinon, tu feras rien. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Si tu te permets pas de rêver grand ou si tu donnes aucun objectif ou aucune structure, c'est comme une fois que tu as rêvé grand, si tu fais pas un plan de match pour t'y rendre, ça c'est terrible. Là. Ça, il n'y a aucune chance. Oui, ça, tu vas pas manifester quoi que ce soit. Sauf que je crois pas que des objectifs sur lesquels tu n'as pas de pouvoir, c'est si pertinent. Après ça, je vais te dire un autre exemple. Mettons des objectifs financiers pour une entreprise. Oui. Ce que moi, je fais maintenant pour les objectifs financiers, c'est que j'ai besoin de clarté sur c'est quoi que ça prend pour être capable de maintenir l'entreprise. Sinon t'es dans le mal. Tu sais, là, si tu dépenses 500 000 par mois puis que tu fais juste 100 000 ce mois-là, ça fait mal. C'est le moins souvent possible. Oui, ça arrive, mais... Ça ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que le mois d'après soit payant. Donc, c'est ça. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je fais une scale qui est comme, OK, ben, on a absolument besoin de faire 100 000 par mois pour vivre et survivre, puis on aligne nos objectifs par rapport à ça, puis après ça, genre des objectifs coup de circuit qui sont comme, OK, ben dans le meilleur des mondes, on s'en va à tel espace ou de quoi de même, mais tu sais, je veux juste être le plus réaliste possible. C'est quoi? Je veux mes données le plus clair possible. C'est quoi que j'ai absolument besoin? Puis l'objectif, c'est pas tant d'avoir un objectif de performance, mais c'est de s'ajuster le plus rapidement possible. Parce que je l'ai eu, moi, là, tu sais, mon entreprise, que j'étais tellement bien intentionné, puis j'aime tellement le monde dans mon équipe, puis tout ça, que tout à coup, ça va mal, mais
je renvoie personne, puis on reste tout ensemble, puis on va être capable, puis on va traverser ça, puis on va sortir le prochain produit, puis ça va marcher, mais ça marche pas. Puis là, t'es comme, OK, ouais, mais c'est moi qui s'est endetté de 300 000 pour pouvoir mener tout le monde. Eux autres, quand j'ai mis dehors, ils ont rien perdu, là. Fait que là, j'étais comme, OK, ouais, c'est quand même un petit peu inconfortable, cette situation. J'aime pas ça. Fait que c'est pour ça que maintenant, je veux juste m'ajuster plus rapidement. Ouais. Si on voit que, regarde, on est dans le trou, soyons clairs là-dessus, passons à l'action. Ça, j'ai du contrôle là-dessus. On réduit les dépenses, on s'ajuste, etc. Parce que je trouve ça super intéressant ce que tu dis face à un peu l'auto-sabotage. Tu sais, on l'entend beaucoup ça. En tout cas, moi, j'entends beaucoup ça de plein de gens là, qui trouvent ça dur et tout ça, mais quand tu parles de l'objectif, que justement, c'est pas nécessairement le résultat en soi, je sens que quand tu es dans le résultat, ben, tu vas bien plus t'auto-saboter parce qu'il y a plein d'affaires, comme tu dis, que tu contrôles pas. Fait que t'as bien beau dire, je veux atteindre mon 1000 abonnés ou peu importe. Ouais. Mais si tu l'as pas, tu dis, asti, je suis pas bon. Ben oui, c'est ça. Exact. Ben oui, exact. C'est ça. Non, c'est terrible. Là, t'embarques dans un cycle infernal descendant, là. Tu sais, c'est pas ascendant, c'est descendant. Puis ça vient de cette réflexion-là, en fait. C'est que, en fait, pendant un bon bout de temps, je trouvais qu'il y a comme une dualité. Hein, tu sais, l'Ouest, ou tu sais, le bouddhisme, toutes ces choses-là, c'est comme le lâcher-prise. Ouais. Puis l'Est, c'est comme get shit done, fais ta vie de rêve, fais-toi des gros objectifs, puis atteins-les. Puis j'étais comme, moi, je suis sûr que ça fit bien ensemble, mais que quand tu comprends pas pourquoi ça fit bien ensemble, c'est juste que tu comprends pas. Mais qu'il y a une manière que ça fit tout ensemble. Et c'est pour ça que j'ai essayé de plus en plus de réconcilier les deux. Puis il y a plein d'auteurs qui le font à merveille, là. Mais éventuellement, j'ai compris que, wow, OK, tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Parce que si tu as juste le lâcher-prise puis tu ne permets pas de rêver grand, moi, je trouve pas que c'est une vie tellement extraordinaire. C'est une vie de détente. Et oui. Mais c'est comme, mais tu pourrais le faire mort aussi, tu sais, ça serait très efficace. Et si tu as juste le rêver grand, et que tu te donnes des objectifs sur lesquels tu n'as pas le contrôle et que tu es déçu de toi-même à chaque fois que tu ne l'atteins pas, moi, je trouve pas que c'est une vie non plus inspirante. Et à cause que tu t'auto-sabotes parce que tu n'atteins pas ton objectif, puis là, tu blablabla, puis là, tu gardes des remords, puis là, c'est comme, hey, tabarnouche, OK, si tu prends ça que tu veux, tu sais, c'est un lourd prix à payer pour être performant. Tandis que si tu veux le beurre et l'argent du beurre, ce que tu fais, c'est que tu te permets de rêver grand, vraiment. Tu alignes tes actions, tes pensées, ton monde émotionnel, tu alignes tout ce que tu es avec des actions qui t'amènent là, sans aucune restriction. Là. Tu sais, c'est comme, moi, j'aime bien Sadhguru aussi. Sadhguru, il dit, moi, quand je joue au soccer, là, fais attention, là, je suis là pour jouer au soccer. Je suis pas là pour perdre. Je joue au soccer. La game est pas le fun si tu joues au soccer puis tu gagnes pas. Là. Le but, c'est de gagner. Mais une seconde après que j'ai perdu ou gagné, je m'en fous, j'ai passé à autre chose, c'est fini. Là. La game est finie, c'est fini. Bon, ben, si tu rêves grand puis tu lâches prise en même temps, c'est ça. Tu as l'excitation d'avoir une vie extraordinaire, d'aspirer à des grandes choses, à foncer pour ça. Puis grandes choses, c'est relatif. Hein? Pour une personne, c'est avoir un jardin. Pour l'autre, c'est ça. C'est personnel. Oui, exact. Mais tu aspires à tes grandes choses à toi. Puis en même temps, tu lâches prise, ben ça fait que si tu l'as pas l'objectif, tu n'as pas besoin de t'en vouloir pendant 3 semaines. Comme une seconde après, la game de soccer est finie, c'est fini, merci, bonsoir, on passe à autre chose. C'est comme what's next? C'est quoi le prochain projet? Je serais curieux de t'entendre là-dessus. J'ai vu une vidéo justement de Sadhguru qui disait, là, je le résume, là, mais en gros, il dit pourquoi qu'on a plein de buts dans la vie. Parce que dans le fond, c'est juste de vivre. Le but, puis quand tu te mets des buts de je veux devenir ici, je veux faire ça, ben là, t'es tout le temps à faire des choses pour atteindre quelque chose qu'au final, même que tu sois rendu proche de l'atteindre, tu vas avoir un nouveau but, fait que tu l'atteindras jamais, tu sais. Exact. Mais comment tu vois ça, un peu le but de la vie? Oh là, c'est une grosse question. Ben, moi, une des grosses choses qui a changé dans les dernières années pour moi, c'est que pour vrai, là, puis ça paraît un peu intense, mais tu sais, comme pendant une grosse partie de ma vie, jusqu'à il y a à peu près 5-6 ans, souvent j'avais cette pensée-là que je me disais, hey, j'aimerais pas ça mourir parce que j'ai pas encore fait telle affaire. Puis ça, c'est très différent dans ma vie. Maintenant, j'ai plus ça du tout. C'est comme pour vrai de vrai, mourir demain, c'est une option qui me plaît autant que de faire quelque chose demain. Et ce que j'essaie constamment de me ramener que je te dis pas que je suis parfait, mais j'essaie constamment de me ramener c'est comme comment je fais pour être plein aujourd'hui. Donc,
tu sais, comme partir d'un espace de plein. C'est comme, je suis déjà tout connecté à l'univers, connecté à la vie et tout ça. Et tout est déjà accompli. Et je suis là. De cet espace-là de plein, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu comprends? Fait que dans ce cas-là, le but de la vie pour moi, c'est comme d'être plein à la base. Puis être plein pour moi, ça veut dire, c'est parce que, tu sais, il y a un truc qu'on tend à ne pas relativiser. Et c'est très problématique. Tu sais, c'est comme, les gens, ils pensent, quand je vais avoir 1 million de dollars, je vais être plus heureux, tu sais. Mais je sais pas si tu as vu le documentaire de Céline Dion qui vient. Non, mais j'aimerais ça l'écouter. J'entends plein de... Elle a une maladie importante, là, le stiff syndrome, le stiff person syndrome, la personne raide. Ouais. Puis je peux vous garantir que Céline Dion, je pense qu'elle vaut 500 millions à peu près. Elle le donnerait demain matin pour être en santé. Là. Fait que les gens, ils sont comme, je vais perdre ma santé pour avoir 1 million de dollars, alors que tu serais prêt, les gens donneraient 10 milliards pour être en santé. C'est comme ça fait aucun sens. C'est comme avoir 1 million de dollars de plus ou une grosse maison de quoi même, c'est merveilleux, puis je t'encourage à le faire. Puis moi, je suis très heureux de vivre dans une belle maison, avoir des beaux objets, toutes ces choses-là, je trouve ça merveilleux. Mais ça rajoute 1% à ce que j'ai déjà. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est comme une mini-cerise sur un immense sundae, tu comprends? C'est du bonus, là, tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, tu te lèves le matin, tu as la chance de vivre au Québec dans un lieu où il y a de la nourriture, de l'électricité, de la chaleur, la paix depuis 400 ans. Je veux dire, tu es avec des amis puis tout ça. Tu as déjà 99,9% de tout ce que tu pourras jamais avoir. Le reste, si tu vas travailler fort pour avoir le 0,1% par-dessus. Je dis pas de pas le faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la cerise, le sundae, la totale? Merveilleux. Mais c'est juste comme réalise que tu l'avais déjà au début, dans le fond. Ouais, puis c'est vrai ça, parce que je me pose aussi des fois cette question-là, tu sais, je me sens-tu plein? Puis tu sais, face à des biens matériels, tu sais, j'ai un Ford Lightning qui est quand même nouveau. Ouais. Puis je me suis quand même posé la question, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Ouais. La réponse est non. Ouais. J'ai pas besoin de ça. Je suis très bien si je l'ai plus demain matin aussi. Ouais. Je vis ma vie, ça change rien à ma vie. Ouais. Mais ça me donne quand même un luxe que, bon, j'ai une famille, je transporte tout le temps bien du stock, j'ai plein d'affaires. Puis ce petit luxe-là, on dirait que je me l'autorise justement parce que c'est... Moi, je dis ça parce que je me sens bien que je l'aille ou non. Parce que dès que tu sens que le matériel t'amène du bonheur ou quelque chose, je pense que c'est là qu'il y a un problème en soi, tu sais. Ouais, ben en fait, c'est que c'est facile d'être dans l'illusion que lorsque j'aurai ça, enfin, je vais pouvoir être heureux. Puis ça, c'est comme un gros piège. Mais sinon, tu sais, c'est ça, juste pour être clair avec ce que je viens de dire là, c'est vraiment pas pour dire que le matérialisme c'est mal. Moi aussi, j'ai une Tesla, je l'adore. J'habite dans une maison magnifique en face de la montagne de Sutton, en co-living, mais c'est ce que je désire, tu sais, c'est parce que c'est ça que je veux. Fait que je ne dis pas ça dans le sens de la privation, mais je dis ça juste dans le sens que avoir une Tesla ou un vieux bazou, ça rajoute, tu sais, comme si tu compares aux choses de la vie, là, comme le fait d'être né ici, dans cet endroit-là magnifique, puis d'avoir des amis, puis d'être en santé, puis de te sentir, tu sais, moi, j'ai cette impression-là d'être connecté à quelque chose de plus grand que moi. Je veux dire, ça, versus avoir une Tesla, c'est comme... oui, c'est ça. C'est comme t'as 99,9%, puis t'as le 0,1% qui vient rajouter sur le tout. Fait que c'est pour ça que, en tout cas, tu me parlais du but de la vie. Je pense que de plus en plus, pour moi, c'est clairement pas d'atteindre quelque chose à l'extérieur, en tout cas. Mais s'il y avait un but à la vie, ce serait de reconnecter à l'espace en soi où est-ce qu'on se sent déjà plein. De cet espace-là, rêver grand. Puis le rêver grand, pour moi, c'est juste... Ça, c'est la direction vers où... Tu sais, je pense que c'est notre guide vers... Parce que comment est-ce que la vie nous dirait qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a quelques options. Soit c'est les autres qui te le disent. Ou soit c'est un livre qui a été écrit il y a 2500 ans, right? Ou sinon, c'est toi. Puis si c'est toi, ben comment on fait pour communiquer avec toi? Soit te dirait sous forme de voix, ou soit te le dit sous forme d'image, ou soit il y a un moment où quand tu te sens vraiment plein puis inspiré, t'as une vision, tu sais, t'as comme wow, ok, ça semble être cette direction-là. Ça te dit pas exactement. Puis c'est ça qui est drôle quand j'en parle dans mes formations, c'est que on a notre ego puis on a cette partie-là, right? Il y a une partie très élevée puis il y a l'ego. Fait que là, tu te permets de rêver grand. Puis là, quand tu te permets de rêver grand, en vrai, la vie, ce qu'elle te dit, c'est voici la direction dans laquelle tu peux marcher. Tu
sais, voici la direction dans laquelle tu peux avancer. Puis là, l'ego, il est comme, il saute dessus, il s'accroche, il rigidifie, puis il dit, OK, si on n'a pas réussi tel objectif d'ici 1 an, ça veut dire que t'es une marde. Non, exact. That's it. Mais ça, cette partie-là, t'es pas obligé. Tu peux la laisser. Ouais, c'est ça. On va couper. Ouais, mais je suis d'accord que c'est quand même ça pareil. Là, qui fait l'ego. Puis c'est où... Comment tu vois ça, cette différence-là de c'est-tu ton ego qui te parle ou c'est vraiment pour toi te protéger de quelque chose, tu sais? Toi te protéger. Ben dans le sens, c'est-tu réel, cette peur-là, ou c'est juste une peur que tu devrais affronter? T'as-tu un exemple spécifique ou parce que je sais pas si t'en as un, mais j'essaie de le mettre dans un contexte là, c'est plus facile de l'expliquer, là. Mais toi, tu veux dire comme quand tu as une peur de manière générale ou dans l'exemple que je donnais? C'était plus dans l'exemple que tu donnais, mais je pense que ça marcherait généralement aussi. Là, tu sais, c'est, mettons, je sais pas, le 1 million, on va prendre, là, que tu veux faire 1 million pour... 1 million de dollars, ouais, c'est ça. Exact. C'est-tu... Puis là, c'est-tu ton ego qui veut ça? Le 1 million, maintenant. Ouais, le 1 million. Ou c'est-tu... tu sais, ce que tu sens, mettons que tu as peur de faire 1 million, c'est-tu une vraie peur dans le sens ton ressenti te dit va pas là, c'est pas une bonne idée? Ou c'est ton ego qui dit justement soit t'es pas capable ou ça marchera pas ou le monde va rire de toi? Ou... Ça, c'est une bonne question. Puis c'est une. Tu sais, c'est comme. C'est. Pour moi, l'ego, ce que c'est un ensemble de croyances limitantes qui vient d'une émotion primaire qui est la peur. C'est-à-dire. Puis c'est cette partie-là de nous est ultra importante. C'est la partie de nous qui veut qu'on survive. Ouais. C'est pas la partie de nous qui veut qu'on s'épanouisse, c'est la partie de nous qui veut qu'on survive. Puis dans ce monde concret-là, réel, matériel, c'est quand même utile. On a besoin. C'est quand même utile. Sauf que c'est surtout de savoir c'est qui dirige qui. C'est-à-dire, c'est-tu la partie la plus élevée qui dirige le tout ou c'est l'ego qui dirige le tout? L'ego étant cette partie-là d'un ensemble de croyances limitantes qui viennent d'une partie de peur et de l'objectif de nous conserver dans notre zone de confort. Souvent, c'est le nom zone de confort qui a été utilisé, mais moi, je trouve que c'est la zone du connu. Je trouve que... Parce qu'en vrai, la zone de confort, c'est... L'ego, lui, dans le fond, quand tu as déjà fait quelque chose, il est comme « Ah, ben on l'a déjà fait pour on a survécu. OK, c'est cool, on peut le refaire. » Sauf que quand que tu fais quelque chose que tu n'as jamais fait, « Ouh, attends une minute, tu as un territoire dangereux. » Fait qu'il veut pas que tu ailles faire ça, tu sais. Fait que dans ce cas-là, tu sais, si, mettons, mon objectif mordicus, c'était de faire 1 million, très probablement que ça vient de l'ego. Oui, puis l'ego, tu sais, a ses besoins, et aussi, bien entendu, incluant le sens de sa valeur, qui souvent va en démontrant des choses. Fait que si c'est 1 million de dollars spécifique, puis que tu as l'impression que si tu l'as pas, t'es pas quelqu'un d'important, t'es pas ci, t'es pas ça, ça vient pas de ton âme, cette partie-là, tu sais. Mais ton âme pourrait aspirer à de l'abondance, par exemple. Tu sais, le fait d'être un créateur d'abondance, c'est quelque chose qui, je crois, peut venir d'une partie très élevée de nous-mêmes. C'est juste qu'elle n'aurait pas des règles du genre si on l'a pas atteint dans 3 mois, ça veut dire qu'on est des pas bons ou ça veut dire que lorsqu'on aura ça, on mérite de l'amour, par exemple. Ça peut être une croyance que quelqu'un aurait. Ouais. Et donc, si par exemple, mon âme ou la partie la plus élevée de moi, mon inspiration me guide vers être un créateur d'abondance, incarner le créateur d'abondance en moi, et que là, il y a des peurs qui viennent, par rapport à « Oh, c'est nouveau, je vais devoir faire des nouvelles choses ». Là, oui, effectivement, les peurs, tu sais, dans le fond, c'est la bonne direction. Et il y a des peurs qui viennent me parler puis qui me disent « Wow, tu pourras pas faire ça, tu sais, c'est comme, c'est parce que tu sors de la zone du connu ou de la zone du confort. » Et là, oui, ça prend ce qu'on appelle du courage. Ça prend du courage pour dire « Non, attends un petit peu, cette direction-là qui m'a été guidée, là, que je vois, là, elle est plus importante pour moi que le fait que je vais devoir traverser ce mur de peur-là. » Tu sais, donc ça, oui. Mais l'inverse est tout à fait possible aussi. C'est-à-dire, je veux 1 million de dollars et si je l'atteins pas, ça veut dire que je suis pas bon. Et donc là, c'est comme si l'ego te pousse vers le 1 million de dollars. Ouais. Puis c'est pour ça qu'on voit plein de gens qui réussissent plein de choses extraordinaires, mais qui sont profondément malheureux. Ben oui. Puis là, il faut se poser la question, qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? Puis c'est pas dans le jugement que je dis ça, c'est juste, pose-toi vraiment la question. Ben oui. Si tu es prêt à payer le prix du malheur toute ta vie pour éventuellement avoir accompli de grandes choses,
Oui, puis c'est peut-être ça ta mission aussi de... Exactement, j'ai aucun problème avec ça. Moi, tu sais, c'est juste d'aider les gens à en devenir conscients, puis après ça, de faire un choix éclairé. Moi, j'ai choisi que j'étais pas prêt à payer. Je ne suis pas prêt à payer ce prix-là, parce que pour moi, le but de la vie n'est pas d'avoir accompli quelque chose à l'extérieur. Ça me fait plaisir d'accomplir des choses à l'extérieur, mais c'est pas mon... C'est pas le but premier, ouais. Puis, quand on revient à la même exemple du million, si c'est ton, peu importe, on l'appelle comment, l'univers, l'âme ou la vie, ça serait probablement pas l'objectif du 1 million non plus. Ça serait pas un chiffre concret. C'est ça. Comme tu dis, là, tu t'en vas plus, je veux être dans l'abondance, puis l'abondance sera... Puis ça va prendre différentes formes. Puis ça, je veux dire, après ça, dans le concret, ça va prendre une forme spécifique, mais il n'y aura pas un attachement. Tu sais, quand on dit l'attachement, c'est de ça qu'on veut lâcher prise. On veut lâcher prise de l'attachement à un scénario spécifique hors de notre contrôle. Fait que le 1 million spécifique, ben, il est hors de ton contrôle. Ceci dit, créateur d'abondance, après ça, au fur et à mesure que tu avances, peut-être que tu vas te rendre compte que d'avoir $1 million, ça t'aide à faire ça, puis que tu vas prendre ce chemin-là, puis c'est ça qui va se passer, tant mieux. Puis peut-être que ça sera 10 millions, puis peut-être que ça va être juste d'avoir des bonnes actions dans une bonne compagnie qui fait que tu es libre financièrement. Puis tu vas te rendre compte que moi, quand je suis libre financièrement, je me sens abondant, j'ai pas besoin de plus. Ou quelqu'un d'autre pourrait dire, hey, moi, j'aime ça, que j'ai découvert que j'ai un talent pour créer de l'abondance. Puis en plus, je peux être généreux, tu sais, je peux redonner aux autres. Tant mieux. Wow, c'est merveilleux. Oui, c'est ça. On a besoin puis, de ça. je vais te poser une dure de question pour toi. Hey boy. Si tu prends tes vidéos là, de ta formation, mettons, si t'as une ou deux choses là, que tu pourrais partager, de dire ça, là, c'est nécessaire, on a besoin d'entendre ça. Je sais que c'est tout bon. Là, si tu l'as fait, c'est clair que c'est tout bon. Mais y aurait-tu un ou deux éléments que tu te dis, ça ferait du bien de partager ça aujourd'hui? Ben, probablement, je voudrais dire, c'est ça, tu sais, un des gros éléments qu'on travaille beaucoup, ça, c'est dans la partie puissance intérieure, qui est la seule d'ailleurs que, tu sais, les gens peuvent la faire en ligne, mais j'encourage vraiment les gens à le faire en live, dans un événement, parce que ça nous permet de le vivre, tu sais, comme le lâcher prise, on peut le vivre ensemble. C'est-à-dire, on fait des exercices pour vraiment sentir le changement, tu sais. Tandis qu'en ligne, tu sais, tu peux l'expliquer, puis tu peux le faire, mais il y a quelque chose sur ce point-là que je trouve qu'en personne, d'être dans un environnement extérieur à ton quotidien aussi, tu sais, sortir de ton quotidien pendant quelques jours, dans un bel environnement, puis tout ça. Mais, tu sais, ce truc-là de se permettre de rêver grand, il y a tellement de gens qui, dès qu'ils se permettent de rêver grand, justement, ils ont peur d'être déçus ou peur de pas être capable ou peur de ci, parce que tout de suite, il y a des attentes qui viennent avec le rêver grand. Le but de rêver grand, c'est pas d'avoir des attentes, c'est juste d'avoir c'est de profiter du plaisir de rêver grand, puis après ça, d'aligner tes actions vers ça en sachant que même le rêve et la vision que tu as eue, c'est extrêmement rarement exactement ça qui se passe. Ben oui. Habituellement, c'est pas ça qui se passe. Mais c'est quelque chose... il fallait que tu marches dans cette direction-là pour que la chose se manifeste, même si tu l'as pas vu exactement comme ça s'est passé. T'sais. Fait que ce truc-là de rêver grand, ce truc-là de lâcher prise, je te dirais, tu sais, comme je montre souvent une pyramide des choses les plus importantes dans nos vies, tu sais, les 6 grands sections que je t'ai dit tantôt là, de nos vies, nos catégories d'admiration perpétuelle. Puis puissance intérieure, c'est la base. Parce que puissance intérieure, si tu as ça, tu peux ne pas avoir le reste et être vraiment bien. Mais tu peux avoir tout le reste si tu n'as pas ça. Life is tough. La vie peut être vraiment merdique, même si tu as tout le reste. Fait que c'est pour ça que si je devais comme faire ressortir un élément, je pense que ce serait le plus important. Mais après ça, dans chacune des formations, il y a des éléments vraiment clés qui transforment. Tu sais, comme par exemple dans Temps et Priorité, un autre des trucs, c'est comme des fois j'amène ce concept-là de dire « Hey, regarde ton horaire. Est-ce que tu penses que ce serait... » Tu sais, comme la plupart des gens ne croient même pas que ça se peut regarder son horaire puis dire « J'aime tout ce que je fais. » tu sais. Tandis que moi, dans ma perspective, dans mon modèle du monde, c'est impossible que je tolère des choses que je ne veux pas faire dans mon horaire. Parce que je sais que j'ai des outils super concrets pour le transformer. C'est-à-dire, si j'aime vraiment, vraiment pas ça, est-ce que je peux le déléguer? First, est-ce que je peux arrêter de le faire? Pourquoi je le fais? C'est ça. Si j'haïs ça, là, pourquoi je le fais? Tu sais, souvent, c'est à cause, je me sens obligé de tel. Ouais, mais attends, pose-toi la question, là. Fait que si j'aime vraiment pas ça, je le fais pas. Sinon, si je l'aime vraiment pas ça, je peux-tu le déléguer à quelqu'un? Y a-t-il une manière? Je peux-tu faire un échange? Je peux-tu faire quelque chose qui va faire que ce sera plus moi qui va le faire? Sinon, est-ce que je peux me donner des outils pour apprécier? Tu sais, si par exemple, j'aime pas m'entraîner toute seule, mais que j'aime ça quand il y a de la bonne musique puis je suis avec d'autres mondes ou avec mes amis ou de quand même, je peux-tu juste mettre en place quelque chose qui fait que c'est agréable?
Puis sinon, le dernier, que je trouve vraiment comme puissant, c'est la 4e étape, si tu n'as pas réussi les 3 autres, c'est comme, dans la vie, je pense que soit tu fais ce que tu aimes, ou soit tu mets de l'amour dans ce que tu fais. Fait que tu sais, c'est comme l'inverse. C'est comme, OK, ça, présentement, j'ai de la misère à l'aimer, ce processus-là, mais je peux-tu aller chercher le meilleur de moi pour, tu sais, comme amener cet amour-là dans la chose. Puis ce que je remarque, c'est que quand tu fais ça, après un bout de temps, tu commences à aimer ça aussi. Au final. Au final. Puis et où les choses se transforment avec le temps. T'sais, les choses se transforment, fait que ça veut dire que ça va devenir une des 3 autres sphères qui va s'en occuper. Mais tu sais, comme pour moi, puis des fois, j'écoutais un podcast, justement, ou une vidéo YouTube, je sais pas trop, puis c'est quelqu'un de vraiment connu au Québec, là, un grand influenceur. J'ai même pensé faire une vidéo à propos de ça parce que ça me traumatisait un peu. T'sais. Il disait, moi, quand je me lève le matin, là, je regarde ma journée, puis au moins 90% des choses que je fais, que j'haïs ça. J'aime pas ça, pantoute. Puis j'étais comme... Puis là, tout le monde était comme « Hey, merci de me dire ça, parce que moi tout, je me sens de même. » Fait que au moins... Là, j'étais comme... C'est normal dangereux de dire ça, parce que je suis comme « Aïe, aïe. » Oui, c'est pas normal. C'est comme dire... Pour moi, là, c'est la même chose que de dire... Moi, dans ma relation de couple, c'est là, c'est une merde. Mais je reste, parce que c'est important. Je reste là, tu sais. J'ai comme, OK, ben regarde, on a chacun notre maison. Ouais, c'est ça. J'ai pas de problème avec ça, mais c'est juste que je trouvais ça tough parce que là, les gens s'auto-justifient en se disant, c'est normal d'ailleurs tout ce que tu fais. C'est juste comme, moi, je suis d'accord avec la pensée de, tu sais, je suis d'accord que le truc de genre, j'adore ça. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est ça, mais on a des outils concrets à l'intérieur de nous pour transformer notre vision de ce que l'on va faire. Puis c'est vrai que ça se peut ne pas aimer ça, s'entraîner toute seule, mais que si t'es avec une gang, puis t'as du fun, puis tu mets de la musique, puis tout ça, tu sais, ça se peut transformer. Tu sais, c'est comme se donner concrètement des outils pour apprécier. C'est très différent de se dire « Ah oui, j'aime ça » ou de se sentir mal parce que t'aimes pas ça. C'est pas de ça que je parle. Puis, tu vois-tu une différence entre « j'aime ça » puis comment je dirais ça? Tu sais, des fois, il y a une action qui est dure à faire, qui te sort de ta zone de confort, que c'est pas le fun, entre guillemets, mais qui t'amène ailleurs. Tout à fait. Puis ça, c'est un bon point que tu nommes là. J'ai utilisé le mot « j'aime ça », mais ça ne veut vraiment pas dire « confortable ». Okay, juste pour être clair. Ouais, c'est ça. Confort. Okay. Tu sais, dans l'expérience, tu sais, c'est comme quand tu joues, mettons un sport que tu tripes. Là, mettons, moi, j'aime le basketball. Là. Mettons, quand je joue au basket, là, c'est rarement confortable. Je veux dire, t'es essoufflé, t'es en train de mourir. Tu sais, c'est comme techniquement. Mais t'aimes ça parce que, tu sais, ça fait du sens. Puis c'est un sport que, overall, t'adores le fait que ça te met en forme. Puis l'expérience. Mais dans le moment, là, tu sais, t'aimes jouer, mais souvent, tu sais, souvent, on travaille plus fort pour nos loisirs. Oui, c'est ça. que pour le travail, tu sais. Fait que je parle pas de confort, mais je parle de, tu sais, c'est comme une profondeur. C'est plus en profondeur où est-ce que ça fait du sens. Et donc, il y a comme une sorte, tu sais, amour, là, tu sais, aimer dans le sens amour et non pas dans le sens confortable. Parce que les choses inconfortables, il y en a plein. Oui, puis je pense que c'est important à faire. Puis c'est nécessaire, je veux dire. Parce qu'avec le confort vient la zone de confort. Fait que si tu veux t'expandre, devenir une meilleure version de toi-même, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Et donc, ça va être inconfortable. C'est clair, ça fait partie du deal. C'est la définition même de la chose. Mais pour moi, lorsque tu mets justement vraiment du sens, puis que tu t'assois puis tu choisis consciemment, regarde, moi, j'ai le goût, là, je te donne l'exemple des vidéos YouTube parce qu'on parlait de ça tantôt. J'ai le goût de faire des vidéos YouTube. Est-ce que chaque étape de créer une vidéo YouTube est toujours la joie extatique et le confort incroyable? Non, pas du tout. Ben non, c'est sûr que non. Sauf que ce grand tout-là qu'est la création des vidéos, et au lieu de me dire « Ah, je vais être tellement content de moi quand je vais... » Parce que c'était ça que la personne disait. Elle disait au moins, moi, ce qui me motive, c'est que quand je vais avoir terminé, je vais être tellement fier de moi. Je suis comme, il est fier de toi, il dure combien de temps? C'est comme, tu travailles pendant 2 ans, t'es fier de... Tu sais, comme quand j'ai fini les Oasis, c'est un projet de 10 millions, un des projets les plus écologiques au Québec. J'étais comme, par rapport à mes objectifs d'avant, c'était 10 fois plus grand que même ce que j'osais rêver avant. Okay? C'est immense. Puis c'était avec le Spiceman, qui est un des... Tu sais, on gagne... En tout cas, on est nominé pour le spa le plus écologique au monde. On est en nomination présentement. Là, nice. C'est quand même un big deal. J'ai eu comme 5 minutes de fierté, là. Tu sais, j'ai comme, wow, yeah, on a l'ouverture, c'est wow! Ça, c'est fini, là, c'est fini, là. Fait que moi, dans ma perspective, c'est impensable que je me dise que c'est pour ce que je vais ressentir plus tard. Faut que dans le moment, j'apprécie ça aussi. Sinon, c'est un sacrifice beaucoup trop
lourd. Ouais, puis j'aime ça, ta 4e étape qui, mettons, qu'on prend ton vidéo YouTube, puis bon, il y a le bout de uploader le vidéo, puis écrire de ça. Peut-être ça te tente plus ou moins, mais au final, si tu mets de l'amour là-dedans, ben c'est pas mal plus le fun de le faire. Puis tu gardes le sens, tu sais. Tu gardes le sens, la direction de comment le fait que je fasse ça. Puis tu sais, mais mettons, écrire les textes, tout ça. Par exemple, moi, je sais écrire des textes, je suis terrible là-dedans. Je suis catastrophique. Oui, c'est je prendrais. Une chance qu'Élodie est là. Ben, exactement, c'est ce que j'allais dire. T'as trouvé Élodie, moi j'ai trouvé Julien. Tu sais, Julien, lui, adore, il révise mes vidéos. Puis en même temps, il fait un petit résumé. Puis je dois dire que maintenant, avec ChatGPT, ça l'aide beaucoup aussi. Ben oui. Fait que tu sais, pou. Fait que tu sais, cette idée-là de leverage, tu sais, déléguer, c'est-à-dire, c'est quoi la partie que t'aimes le plus? Fais ça à fond. Puis si t'es capable d'avoir quelqu'un qui vient en soutien pour faire les trucs que t'es désastreux à faire, moi je fais ben trop de fautes, ça n'a pas de bon sens. Même les correcteurs sont pas capables de me corriger. C'est comme... ouais, puis ce qui est impressionnant, il y a toujours quelqu'un qui aime ce que toi t'aimes pas. Exact. Partout dans tout ce que tu fais. Exactement. Ah ben c'est cool. Hey, je veux juste revenir sur ton... J'ai vu sur ton site internet que tu parlais d'entreprise consciente. Ouais. C'est quoi ça pour toi? Ça m'a vraiment intrigué de voir c'est ça. Fait que c'est dans le fond la 3e section. Donc, tu sais, c'est comme, dans le fond, entreprise d'impact ou entreprise consciente. C'était ça le... puis c'est un peu la même chose. Tu sais, c'est comme comment on fait son habitation consciemment, comment on fait créer sa vie consciemment. Et le 3e, comment on fait des entreprises conscientes. Puis il y a plusieurs sphères à ça. Je pense qu'un des objectifs, c'est d'avoir... C'est pour ça qu'on l'appelle des fois entreprise d'impact. C'est un terme parfois à utiliser. C'est comme... Le premier, c'est d'avoir une mission, tu sais, qui fait du sens. Ouais. Que, tu sais, on veut faire cette mission-là. Après ça, il y a comment tu gères à l'intérieur aussi. Donc, avec les gens, les gens avec qui tu travailles, comment ils sont considérés. Est-ce que c'est du fais ça, juste ça, ou il y a comme un encouragement à développer le leadership des gens, le déploiement des gens, puis est-ce que tu es à l'écoute de l'équipe et tout ça. Donc, il y a une notion, tu sais, à l'interne, il y a une notion d'impact à l'extérieur. Même la situation avec l'abondance, tu sais, ça peut être... Ça peut être exploré. Tu sais, nous, par exemple, Solutionnera, c'est une des choses qui, à un moment donné, a fait que j'étais plus à l'aise de tu sais, à un moment donné, quand on a descendu en grosseur, il a fallu qu'on mette des gens à la porte. Ben pas parce qu'on les aimait pas, on les adorait, mais c'est juste comme... T'as un choix mané qui est nécessaire. Pas le choix. Mais nous, une des décisions qu'on a faites, c'est qu'on monte nos finances à l'équipe. Fait que ça veut dire, ils voyaient bien, là, tu sais, c'était comme, OK, on fait 50 000 ou 60 000 de moins par mois. Je comprends qu'on peut pas avoir les mêmes dépenses. Les gens, fait que le fait d'impliquer les gens dans les décisions ou voir, tu sais, où est-ce que ça s'en va comme entreprise, avoir de la clarté sur la mission. Bon, il y a plein d'aspects à ça, mais ça amenait de la conscience dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a plusieurs vision de l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, ça se peut, ça existe là, présentement encore, moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant, mais le capitalisme sauvage, là, tu sais, c'est comme, tu sais, le but, c'est de faire du cash, compétition, hardcore, puis tout ça. Fait que ça, il faut juste se poser la question, tu sais, si je fais beaucoup de dommages pour faire de l'argent, qu'est-ce que je fais avec l'argent après, tu sais, c'est quoi l'objectif? Tandis que quand tu as une entreprise d'impact, en tout cas, ma perspective de ça, c'est vers mon chemin vers une mission, je dois générer de l'abondance, ça c'est certain, parce que il faut que je paye des employés, il faut que je paye tout ça, ça fait partie du jeu. Mais justement, tu sais, puis j'ai rien contre l'abondance, puis tant mieux si ça en fait plus, puis ça pourrait être réinvesti stratégiquement, intelligemment dans d'autres projets. Mais c'est comme d'amener de la conscience, pour moi, ça veut dire regarder ça en face, poser des vraies questions, puis dire c'est quoi qui est le plus aligné avec mes valeurs dans la création de cette compagnie. Très intéressant. Puis c'est vrai qu'on a besoin de ça. En tout cas, personnellement, je sens que nous, on fait ça ici aussi un peu, d'amener cette conscience-là un peu aux gens. C'est pour ça qu'on est bien gros dans le mieux-être aussi. Là. Exact. Ben, je pense que c'est vraiment intéressant, cet aspect-là, que c'est une business, mais c'est plus que juste une machine à argent. Exact. C'est un mode de vie aussi. Oui. On est beaucoup... tu passes la moitié de ta vie. Là, exact. Tu passes la moitié de ta vie, puis même les gens qui sont dans ton équipe, eux autres aussi, passent la moitié de leur vie, tu sais. Fait que c'est comme ça pour se créer un beau style de vie à travers ça également. Puis j'aimerais ça t'entendre sur les avantages ou inconvénients de comment que tu vis le co-living. C'est quoi les meilleurs avantages? C'est quoi les inconvénients?
Premièrement, moi, il faut comprendre que j'ai presque juste vécu comme ça, presque toute ma vie. C'est-à-dire que moi, quand j'étais guide de plein air, je vivais dans ma van. J'ai vécu dans ma van pendant des années. Puis on suivait le beau temps. Là. Puis c'était pas van life comme maintenant, van life. Là, une van à 120 000, comme super haute. Là. Moi, c'était Dodge Grande Caravane que j'ai monté classique, un petit lit en bois dedans. Là. C'est comme ça a coûté 4 000 $ pour le char, 200 $, de bois pour monter le truc à l'intérieur, puis on s'est fait des rideaux, on s'est coudé des rideaux. Ouais. Puis on est parti, on a fait quand même 3 fois le tour de l'Amérique du Nord avec ça, jusqu'au Mexique, Yukon, retour. Fait que cette van-là ça a été un investissement rentable. Je peux te dire, c'est rare qu'une voiture soit un investissement rentable. Ça l'a été. Puis après ça, j'ai commencé à vivre en co-living par... je faisais aucun argent, fait qu'il fallait vivre simplement. Mais ça m'a amené à trouver des manières de vivre qui étaient vraiment le fun. Puis il y a eu un événement spécifique à un moment donné, en 2015. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir puis il nous a dit « Hey, j'aurais besoin d'aide pour... » Parce qu'on avait fait avant ça un programme qui s'appelait Super Héros. Puis Super Héros, c'était... On donnait toutes nos formations gratuitement en échange que tu viennes nous aider à construire des trucs pendant 2 mois et demi sur un terrain qu'on avait. Nice. Puis le gars, il dit hey, « Moi, j'aimerais ça faire ça. Je veux construire des mini-maisons. » Puis tout ça. Puis on avait dit moi, j'avais dit « Oui, mais il faut que tu nous trouves un lieu pour abriter le monde. » Puis il a littéralement regardé sur Google Maps tous les plus gros bâtiments qu'il y avait autour de son lieu. Puis il a dit j'ai trouvé une place, c'était comme une grosse croix, un gros bâtiment immense, juste vraiment proche de son terrain. Puis il a dit je vais aller cogner, je vais aller leur demander qu'est-ce qu'ils font avec ça, cette place-là. Puis ça a donné que c'était un centre de personnes âgées, mais qui n'avaient jamais fini de construire. Ils ont manqué de financement pendant la construction. Fait que c'était, t'as vu, 5, 10, 20, c'est 30 000 pieds carrés. Puis il y avait un couple qui vivait dedans. Juste un couple. 30 000 pieds carrés. C'était fait pour accueillir 100 personnes âgées, puis ils vivaient de ça. Anyways. Fait que là, il dit « Hey, vous aimeriez ça louer des suites ici? » Puis, fait que là, finalement, on est allé... Fait que ça a marché. Ils ont dit oui. On est allé là-bas. Puis je me rappelle la sensation que j'avais eue quand on est arrivé là-bas, on a déménagé. Là, c'était toute l'équipe de Solutionneur. C'était l'époque où on était tous sous-payés. Là. On faisait 4 piastres de l'heure. C'est le début. Mais là, on faisait de l'autopartage de l'auto. On avait un lac sur le terrain. On avait une cuisinière à la maison parce qu'une des bénévoles, c'était une cuisinière. C'est la première fois qu'on l'avait à la maison. Fait que là, j'étais comme un peu. J'ai une cuisinière qui me fait de la bouffe bio à tous les repas. À chaque pause, je peux aller jouer au volleyball, au soccer ou aller me baigner avec ma gang. Je travaille genre 60 heures, 70 heures semaine, mais je m'en rends aucunement compte parce que toute ma vie puis tous les trucs le fun sont juste ici. Puis dans ce temps-là, pour tout ça, tout inclus, la bouffe, le loyer puis tout, c'est 700 $ par mois. J'étais comme, c'est incroyable, ça se peut même pas. C'est sûr que c'était dans ce temps-là. Oui, c'est rendu 2015. ça a doublé sûrement. Là, j'étais comme, ça n'a aucun bon sens, tu sais, je veux dire, Puis c'est sûr que c'était un bâtiment qui aurait eu besoin d'amour, tu sais. Puis là, nous, on n'avait pas des hauts standards à ce moment-là. C'est comme, garde, c'est parfait. Mais on avait chacun une suite avec salle de bain, puis un bureau, puis un lit, puis tout. C'était comme, tu sais, c'était quand même vraiment bien. Puis là, j'ai dit, OK, il y a de quoi à faire avec ça, tu sais. Il y a de quoi à faire avec ce concept-là du co-living, mais il faut chacun ait son espace, chacun a sa porte vers l'extérieur, chacun, tu sais, c'est comme des mini-maisons. Puis là, l'autre chose qui arrivait, c'est que, tu sais, on donnait des cours sur l'habitation écologique, tout le monde venait nous voir, puis il disait, moi, mon rêve, là, c'est chacun a sa mini-maison, puis il y a une grosse maison qui est un espace commun, puis on peut juste marcher puis y aller. Puis j'étais comme, c'est vraiment cool, mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun zonage au Québec qui permet ça, tu sais. À part les campings, puis tu n'as pas le droit de vivre là plus que 6 mois, tu sais. Fait que là, mais j'ai dit, mais par exemple, si tu veux, tu peux coller toutes les mini-maisons ensemble, puis les espaces communs ensemble, puis ça fait une grosse maison, puis ça, c'est légal, presque partout. Fait que c'est là-dessus que ça a commencé au début, puis on s'est dit, ben comment on s'offre. Là, après ça, le but, c'est devenu pas comment on fait pour que ce soit le moins cher possible, parce que là ça allait mieux. Tu sais, on avait parti à business, on avait un salaire, blablabla. On s'est dit, notre nouvel objectif, c'est comment on fait pour s'offrir la plus haute qualité de vie possible et imaginable. Quelque chose que la plupart des millionnaires n'aspirent même pas parce que c'est trop élevé comme qualité de vie, mais que ça nous coûte moins que le salaire minimum. On s'était dit, il faut qu'au salaire minimum, tu puisses te le permettre. Et puis, on a commencé l'aventure des oasis. C'était ça la vision puis l'objectif. Fait que là, nous, c'était comme, OK, on va avoir des belles autos électriques, mais ils vont être en autopartage. On va avoir un cuisinier à la maison, une cuisinière, parce que vu qu'ils le font pour toute la gang, ça devient financièrement abordable. On va avoir une belle maison écologique. Chacun va avoir sa suite puis tout ça. Puis c'est comme ça qu'on a
créer l'Oasis Sutton. Puis maintenant que je le vis, c'est sûr qu'il y a des petites choses, c'est comme, en tout cas, on a appris à la dure, bon, c'est ça, c'est maximum 6 chambres si tu as une fosse septique. Ouais. Tu peux monter jusqu'à 9 si tu passes par le ministère du développement durable. On est dans le processus présentement d'aller à 9. Fait que, tu sais, ça va être encore mieux si on réussit à faire ça, mais à 6, déjà, c'est vraiment super le fun. Et puis, les avantages sont vraiment nombreux. En fait, sont complets, tu sais, je veux dire, moi, personnellement, je sais, je suis pas quelqu'un de si sociable. C'est-à-dire, je suis pas celui qui va appeler souvent ses amis, on va te faire des jeux, on va te faire tout ça. Mais tu sais, comme nous, 2-3 soirs semaine, on a des activités super le fun sur les lieux. Maintenant, on a une communauté, on a la communauté des Oasisiens, là, ceux qui habitent là. C'est ça. Puis on a les amis de l'Oasis. Fait que là, tu as un petit message, là, tout le monde s'en vient chez nous, puis là, c'est soirée, tu sais, soirée cinéma, soirée jeux de société, soirée entraînement, musique, il y a du monde qui font la musique, tu sais, c'est comme, il y a comme toujours quelque chose de le fun à faire. Puis en même temps, hein, tu n'as pas le goût d'être là, tu es dans ta suite. Ouais. Grâce à ça, on a des espaces communs. On a une salle d'entraînement, une salle de musique. On a un sauna infrarouge avec salon zen qu'on appelle, yoga, méditation, tout ça. On a un super espace de coworking, si on veut, qui est aussi la salle à manger. Sinon, salon avec projecteur pour cinéma, maison. On est en face de la montagne de Sutton, fait qu'à 5 minutes à pied, tu pars, t'es dans les trails, puis tout ça. Fait que pour moi, puis sur ma rue, il n'y a plus de maison en bas. Je pense que la moins chère, là, c'est un chalet. Là. Mais tu sais, quand tu dis un shack, là, mal construit des années 80, mais il coûte 850 000. Sur ma rue, il n'y a rien en bas parce qu'on a la vue sur la montagne de Sutton. C'est tout le monde veut ça. Fait que ça veut dire, je vivrais jamais là. Je veux dire, ce serait pas dans mes moyens. Si je voulais vivre toute seule, je m'achèterais pas un shack tout défait à 850 000 pour vivre tout seul dedans. Ça ferait pas de sens. Fait que pour moi, les avantages sont extrêmement nombreux, multiples. En fait, c'est presque tous des avantages. Puis dans le co-living, je dirais, j'ai vu plein d'expériences de co-living qui n'ont pas si bien été et donc il y avait des désavantages significatifs, comme que les gens s'entendent moins bien ou c'est toujours sale ou tout ça. Tu sais, comme les classiques. Il y en a un qui fait plus de choses que l'autre. Il y en a un qui fait plus. Le ménage est pas fait, les classiques, c'est la vaisselle est pas faite, les gens se découragent à cause de des choses de même. Tandis que nous, on a dit au début, OK, nous, là, on veut la plus haute qualité de vie. Fait que la plus haute qualité de vie, on va pas s'ostiner sur qui a fait le plus de ménage. Fait qu'il y a une personne qu'on adore, qui est tellement heureuse de venir faire le ménage de tous les espaces communs, une fois par semaine. Fait qu'une fois par semaine, tout est reset à 100%. Ouais. Fait que c'est tout le temps parfaitement, extraordinairement clean parce qu'il y a quelqu'un qui vient le faire, qui est super heureuse de venir le faire. Après ça, la bouffe, on a un cuisinier et ou une cuisinière. Des fois, on a eu des expériences à 5 jours semaine, des fois 3 jours semaine. Là, pendant l'été, on arrête, puis on recommence à l'automne parce que l'été, le monde sont partout. C'est trop difficile parce qu'il faut que tu aies une quantité. Si t'as pas une quantité, ça devient trop cher. Et puis, on a la vaisselle commerciale. Fait que comment on fonctionne, c'est que toute la journée, tu manges, tu fais juste rincer ton assiette, tu mets dans la vaisselle commerciale, tu pars. Puis on est 7, tu sais, on est 7 parce qu'il y a un couple. Fait que on est 7, il y a 7 jours dans la semaine. Et donc, moi, mettons, c'est le mercredi soir. Le mercredi soir, je pars le lave-vaisselle, ça prend 1 minute. Tu sais, c'est 3 minutes le partir, puis ça prend 1 minute faire le lavage, c'est commercial comme des restaurants. Je le sors, ça prend 1 minute, il sèche, je le remets à sa place. Fait qu'en comme 15 minutes, parce qu'on passe le balai aussi, 15-20 minutes par semaine, j'ai géré mes responsabilités. Puis tout est tout le temps ça à coche. Fait que tu sais, fait que ça fait que, puis une fois par semaine, on a la rencontre des colocs. Ouais. Parce que c'est fascinant. Si ça boit de tes colocs, ça se peut que tu les vois pas pendant une semaine, là, parce qu'on a tous des horaires différents. Tu sais, on a chacun nos vies, blabla, on travaille pas ces mêmes heures, blabla. Il y en a qui sont partis, tout ça. Fait qu'une fois par semaine, on fait un gros check-in, tout le monde ensemble. Puis après ça, justement, s'il y a des points à gérer au niveau de l'harmonie, tu sais, au niveau de la logistique, l'harmonie, tout ça, ben, on gère ces points-là. Fait que, tu sais, 99% du temps, notre mission, c'est avoir du plaisir ensemble. Puis 1% du temps, c'est assisons-nous, puis parlons des vraies affaires, assurons-nous que tout est beau. Mais pour vrai, là, c'est du long. Avant, on a testé du moyen terme. Les gens venaient pour 2-3 mois juste pour essayer parce qu'on voulait que le plus de gens possible l'essayent. Mais maintenant, c'est du long terme. Puis depuis que c'est du long terme, tu sais, les 1 ou 2 premiers mois, il y a plus de points à régler parce qu'il faut s'ajuster. Ben oui, ça, points, c'est normal. Tout ça. Maintenant, ça dure habituellement 5 minutes. C'est pour des détails. Puis tu sais, des fois, les gens me disent « Hey, ça doit être difficile de vivre avec d'autres gens. » Je suis comme « T'as-tu déjà vécu en famille, toi? » Oui, c'est ce que je veux dire. Viens vivre chez nous, tu vas voir que c'est beaucoup plus relax que n'importe quelle famille du Québec. N'importe quelle, même si c'est la plus harmonieuse. Si tu as des enfants, c'est impossible que tu aies moins de drama que nous. Je veux dire, nous, il y a vraiment beaucoup moins de drama, là. Mais il n'y a aucun drama. C'est juste, c'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun drama. Pourquoi? Parce qu'on fait des entrevues au début. On s'assure que ce pas des gens qui viennent parce qu'ils ont
besoin de connecter, puis ils se sentent seuls, puis tout ça. Non, c'est pas ça. Non, nous, on est chill. On est ensemble parce que ça nous tente d'être ensemble. On n'est pas dépendant des autres. Tu viens ici parce que t'es déjà plein, puis tu as le goût de partager avec des gens, that's it. Fait qu'on fait des entrevues quand même sévères, parce que même des fois, il y a des gens qu'on trouve vraiment cool, mais ça clique pas tout à fait avec tout le monde. On dit, on laisse faire. Juste parce que c'est trop important. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on choisit vraiment bien les gens. On a des règles super claires, puis ça fait que zéro drama, genre extra. Tu sais, pour moi, c'est juste extraordinaire. Ceci dit, je sais que c'est pas si facile de mettre en place un truc de même. Puis je reconnais que dans plein d'autres co-living que j'ai vus, ça fonctionne pas du tout aussi bien parce que justement, tu sais, souvent, il y a la mentalité de on devrait tous s'entendre ensemble sur comment on va faire la vaisselle, comment on se partage les tâches. Il y a comme ce truc joyeux, luron, on va tout être dans l'amour, main dans la main, puis choisir. Moi, mon expérience, c'est que tu perds énormément de temps, puis ça marche pas. Fait que nous, c'est juste comme quand tu arrives, on t'explique comment ça marche déjà. Puis si t'aimes pas ça, tu vas. Il y en a plein d'autres co-living. Oui, c'est ça. Ouais. Mais si t'aimes le mode où est-ce que tu arrives, t'as un soir semaine, ça te prend 20 minutes, tu fais tes trucs, le reste du temps, il y a quelqu'un qui vient qui fait le ménage. Le standard, c'est 10 sur 10. Le standard du ménage, c'est 10 sur 10. Fait que comme ça, il y a personne qui peut dire ah ouais, mais moi, mon standard, c'est un petit peu plus que ça. Non, c'est toujours 10 sur 10. Tout le monde est toujours heureux. Si tu veux la bouffe de la cuisinière, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis that's it. Et voilà. Wow, t'as ta suite, t'as ta mini-maison, life is good, enjoy. Il reste juste la partie enjoy, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, mais ça a pris du temps, tu sais. Ça fait comme 10-15 ans que je vis comme ça. Puis moi, je me rappelle, il y a une fois, on habitait en co-living, puis moi, je suis parti en voyage pendant 6 mois. Puis quand je suis revenu, le couple avec qui on était 5 à ce moment-là. Puis un des couples était parti, puis elle a vu, la femme, dans le fond, elle était enceinte, puis elle a eu l'appel du nid. Il fallait qu'elle achète une maison là. Elle voulait être dans son nid. Là. Fait qu'elle a acheté une maison pendant qu'on était en voyage. Fait qu'en revenant, on était comment? On n'a pas de... C'est la première fois, on sera pas en co-living. Puis j'ai habité toute seule avec mon amoureuse pendant 1 an et demi. Et je me rappelle m'être dit, puis j'adorais, tu sais, la relation était merveilleuse avec cette femme-là. Il y a pas de problème, mais je me disais, c'est vraiment genre... Mais il semble qu'il y a juste des désavantages à vivre tout seul. Dans ma tête, c'était ça. J'étais comme, quand je veux voir du monde, il n'y en a pas. Mais en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment mon intimité parce qu'on partage la chambre puis le bureau. Fait que j'ai pas ma place à moi. Fait que là, j'étais comme, il me semble que j'ai pas ma place à moi. J'ai aucun avantage. Faut tout que je fasse parce qu'il y a personne d'autre pour faire quoi que ça. Puis quand je veux voir quelqu'un, ben, il faut que je l'appelle, que je m'en aille chez eux puis tout ça. Puis pour moi, vraiment, pendant cette année et demie-là, ça m'a juste convaincu que, OK, moi, je veux... Peut-être si j'avais une famille, si j'avais des enfants puis tout ça, je pense que je pourrais voir ça. Mais quand je suis seul ou en couple, moi, je suis en couple avec mon amoureuse, habite à Val-David. Fait qu'on se voit 4 jours sur 10. Elle vient 4 jours. Le 10 jours, on est chacun dans nos affaires, puis après ça, moi, je vais la voir. Fait que c'est inversé comme ça. Ouais, c'est intéressant. Puis malgré ça, moi, je suis tellement heureux. J'ai mon espace dans mon oasis. C'est ma mini-maison. J'ai mes affaires. C'est moi qui gère comme je veux. Puis on a les espaces communs qui sont 10 sur 10, puis on y va. Puis j'imagine, tu peux pas avoir d'enfants. Dans cet oasis-là, une des choses, c'est qu'il n'y a pas d'enfants. Dans celle-là. Mais il pourrait y avoir quelqu'un qui choisit d'avoir un oasis avec enfants. Moi, je connais des gens qui l'ont fait avec enfants. Mais c'est sûr que là, je te dirais, le pourcentage, tu sais, la plupart des couples sont pas capables de s'entendre sur comment élever l'enfant. Oui, c'est ça. Fait qu'imagine quand tu rajoutes 2 autres couples, par exemple. Fait que je te dirais, moi, j'ai rencontré des parents, comme par exemple Fred, mon partenaire qui est parti de Sessionera. Nous, on était en co-living, puis il y avait des enfants dans ce temps-là. Fait que moi, moi, mon amoureuse, un autre gars qui est l'ami de Fred, et eux, puis avec des enfants. Leurs enfants étaient là. Et leur manière de voir la parentalité, sur laquelle eux, ils n'en ont juste pas de contrôle sur leur enfant. Dans le sens, eux autres, ils n'ont aucun attachement à ce que ce soit exactement de la manière que eux ils veulent que ça se passe. Ils sont vraiment ouverts, ils sont juste heureux que leurs enfants soient avec d'autres mondes, puis découvrent d'autres mondes, puis tout ça. Fait que dans ce contexte-là, ça marchait super bien. Parce que quand les enfants pleurent, où est-ce qu'ils vont? Ils vont voir leurs parents. Ben oui. Fait que moi, j'étais comme le mononcle chanceux. C'est ça. Moi, ils viennent me voir uniquement s'ils sont heureux et jouer et tout ça. Fait que moi, j'avais l'impression que c'était le meilleur deal. Tu sais, les matins qui sont heureuses, ils viennent nous voir dans le lit, ils sont avec nous, c'était merveilleux. Puis quand ils sont malheureuses ou de comment, ils allaient voir leurs parents. C'était pas moi qui le voulais ici, c'est juste que l'enfant, il va vers la personne. Ben oui, non, c'est normal. Ben oui. Fait que moi, ça a bien marché. Puis j'ai vu d'autres co-living où ça marchait bien, mais ça prend une manière. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas juste des choses que tu mets en place, il y a aussi une manière de voir la parentalité, parce que sinon, je sens que c'est considérablement plus difficile.
Tandis que quand tu es des adultes, tu sais, quand tu dis, hey, si 6 adultes responsables et matures qui font du développement personnel, qui sont des entrepreneurs, ne sont pas capables de vivre ensemble sans drama, je me dis, où est-ce que le monde s'en va? Je veux dire, on a un gros problème, là. Oh, puis si on n'est pas capable de régler ça, arrêtons de parler des problèmes du monde. Tu sais, je veux dire, tu veux régler la guerre en Irak, hey, comment? Tu sais, si t'es pas capable de vivre avec 50 adultes de manière harmonieuse imagine la dans guerre. La même maison, on s'entend-tu que la personne qui n'est pas de la même culture, la même religion, la même vision, la même statut socio-économique, blablabla, tu vas avoir de la misère, là. Oh. Tu vas avoir beaucoup de misère, là. Fait que je pense que commencer avec les c'est petites choses, vraiment hot, vraiment hot. Ouais. Je suis bien content. T'aurais-tu un petit dernier point avant qu'on finisse que t'aimerais amener, ajouter? Sinon, c'est correct aussi, mais des fois, un appel que tu sens. L'appel de Dieu. L'appel divin. Écoute, je trouve que tu as vraiment posé des bonnes questions. Je trouve qu'on est allé voir les grands sujets. Je savais pas, hein. Je savais pas du tout c'est que tu t'en demandais. Oui, non, c'est ça. Je trouve que ça a été constructif. On a parlé un peu d'habitat écologique, un peu de co-living, un peu de développement personnel. C'était vraiment le fun. Puis non, je sens que c'est complet. Bon, merci. ben, super. Merci de m'avoir invité. Ben, fait plaisir. J'ai un petit cadeau pour toi. Aïe, aïe, wow. Oui. Hey, rien de trop beau. Nos lettres bienveillantes. OK, wow. Fait que c'est un petit mouvement qu'on a parti pour justement distribuer un peu de la bienveillance un peu partout. Okay. Fait que l'idée de ça, c'est que tu as 5 lettres dans le paquet. Ouais. Puis dans chacune d'elles, dans le fond, ça dit un peu qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu. Puis de profiter de ce moment-là pour être en gratitude, qu'il y a d'autres gens qui pensent à d'autres personnes dans la vie, puis de prendre ce moment-là pour dire merci. Puis ces enveloppes-là, je distribue ça un peu n'importe où, okay. À l'épicerie, je laisse ça un peu d'un parc ou n'importe où ce que je vais, j'en laisse une de temps en temps. Fait qu'on sème de l'amour dans le fond. Exact, s'aimer de l'amour. Puis moi, j'écris souvent une petite note, que ce soit quelque chose que j'aime ou que je veux transmettre ou quoi que ce soit. J'écris personnellement dedans. Puis après ça, on distribue ça un peu partout. Fait que créer de la bienveillance dans le monde. Ben, je ferai ma part fait que, dans le mouvement. Amuse-toi avec ça. Je vais faire ça. Puis sinon, est-ce qu'on peut te rejoindre, mon cher? Ben moi, c'est soit mon nom directement, là, Francis Gendron sur Google, YouTube et tout ça, et les réseaux sociaux, et Solutionera, dans le fond, l'école qu'on a créée. Sinon, si les gens sont intéressés par l'Oasis Eastman, ils peuvent aller sur le site web de l'Oasis Eastman s'ils désirent, ou sinon, Spa Eastman, s'ils veulent aller soit faire une visite ou aller faire un séjour là-bas, ou organiser une retraite aussi. C'est le lieu ultime pour organiser des retraites. Ceux qui veulent faire ça, retraite corporative, retraite ou de développement personnel ou de yoga ou n'importe quoi. Ça peut être fait. Fait que ça, Spa Eastman, solutionera.com ou sinon Francis Gendron. Puis d'ailleurs, c'est comme quelque chose que j'ai vraiment mis de côté pendant quand même plusieurs années, les réseaux sociaux, parce que juste pour mon bien-être à moi, j'avais pas le goût d'être là-dessus beaucoup. Ceci dit, dans mon nouvel objectif d'amener beaucoup de valeur gratuitement à la communauté, c'est quand même un outil extraordinaire. Une belle plateforme pour ça. Fait que je vais me reploguer un peu là dans les prochains mois là. Nice. Ben gros merci à tout le monde. Partagez ce bel épisode-là pour qu'il y ait encore plus de gens qui aient la valeur de l'épisode, puis allez liker la page à Francis parce qu'il s'en vient faire des vidéos là. Yes, ça s'en vient. Good, ben gros merci à toi, c'était un plaisir. Merci beaucoup d'avoir accueilli.